Alors on a parlé des plateformes, mais il y a d'autres acteurs, les constructeurs qui reviennent sur le marché, qui offrent leurs propres, qui sont à la fois vos fournisseurs et concurrents sur les financements. Donc qui eux aussi essayent de reprendre un petit peu ce monde des services qui vous avez laissé parce qu'ils le faisaient peut-être pas bien. Comment ça se passe? Ils ont aussi leur solution de covoiturage. Alors que vous fonctionnez bien avec les plateformes, avec les constructeurs, est-ce que là vous êtes en frontal sur le covoiturage, l'autopartage, ces solutions de mobilité, puisqu'ils créent leurs entités aussi mobility entre guillemets? Honnêtement, sur la partie en fait constructeur, c'est une concurrence naturelle et saine qu'on a depuis des années face à Peugeot, face à Renault ou autres. On a toujours bien travaillé sur ces sujets. Oui, Renault ou autres développent des solutions d'autopartage parce que finalement la mobilité est au cœur et ça montre que tous ensemble on a un sujet de fond à traiter sur la mobilité des collaborateurs. Le marché est très grand, la compétition elle est saine et permet de nous enrichir. Donc il n'y a pas vraiment de compétition frontale avec les constructeurs. On est plutôt très complémentaires et très avant-gardistes sur le marché. Oui, et puis je crois que les constructeurs ont une réflexion qui est plus consacrée à la voiture et ce que la voiture peut apporter comme information, base de données et travail autour de la data. Et nous, on est quand même dans un monde de services encore aujourd'hui et nos clients ont besoin d'avoir... Je pense notamment aux grands comptes. Il y a beaucoup de grands comptes qui ont besoin d'être multimarques. Oui, bien sûr. Et qui ont besoin d'avoir il y a des groupes automobiles qui sont largement multimarques. Il y a des groupes qui sont multimarques, mais qui ne sont pas toutes les marques. Tout à fait. Alors que nous, on est quand même toutes les marques. Et surtout, on est capable d'avoir un report par marque. Et là aussi, d'apporter des services autour de ça. Donc chacun a un rôle à jouer dans le jeu. Ça va très très vite aujourd'hui. Hein. Il faut accepter ça. Il faut accepter que le temps est réduit et la course à la technologie est aussi très importante. On profite aussi des innovations des constructeurs. Hein. Quand il y a plus d'informations qui nous remontent d'un constructeur, c'est une opportunité. Les constructeurs le fait qu'ils mettent des boîtiers d'origine en première montre. Oui, bien sûr. Les constructeurs profitent aussi de nos informations pour faire évoluer. Là aussi, les constructeurs ont créé par exemple des séries limitées pour répondre au monde de l'entreprise parce que justement, on était capable de leur dire voilà ce qu'est le véhicule idéal dans le monde de l'entreprise. Donc on a des mondes parallèles, mais on ne couvre pas tout le marché, ni les uns ni les autres. Donc on a des opportunités de marché qui sont grandes. On parlait tout à l'heure d'autopartage, nous on fait du scooter partage avec CityScoot. Ça n'existait pas il y a quelques années. Et donc ça ouvre des perspectives pour toucher le private d'une autre façon, le particulier d'une autre façon. Quand on fait CityScoot, tous les utilisateurs de CityScoot sont des particuliers. Et pourtant, notre client final, on est un B2B. Et donc CityScoot ne va pas consulter un constructeur pour financer... Je ne crois pas, pour financer des scooters. Parce qu'on est capable, encore une fois, d'apporter beaucoup. Alors Jean-Loup, vous l'avez dit, Guillaume l'a évoqué tout à l'heure, le B2B, mais finalement le 2C. C'est la troisième partie de ce débat sur les loueurs. Est-ce que justement l'avenir, le grand développement et le nouveau sursaut de la location longue durée, c'est pas justement de travailler avec les particuliers, de proposer aussi des solutions de financement aux particuliers? Tout le monde peut avoir accès à la location longue durée et c'est pas la location longue durée, il ne faut pas le considérer que c'est le territoire absolu, soit des entreprises qui ont déjà un certain âge pour les nôtres ou des constructeurs. Ça peut être demain des plateformes complètement disruptives qui arrivent sur ce marché-là. Il ne faut pas être naïf. Ça peut très bien aussi arriver. Et d'ailleurs, la meilleure... Il faut quand même avoir un banquier, c'est plus rassurant d'avoir un banquier derrière. Oui, mais je crois qu'il faut rester humble en la matière et on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Et beaucoup d'entreprises se mettent dans la mobilité. On vient de lancer une offre, nous, avec EDF, justement pour adresser cette clientèle d'artisans, de commerçants qui représentent le potentiel de développement probablement important avec les particuliers dans les années qui viennent, sur EDF. Donc fournisseur d'électricité, se met aujourd'hui à proposer à ses pros, à ses clients pros, des bouquets d'offres de mobilité. Donc EDF Pro maintenant propose de la location longue durée ALD à ses clients professionnels. Qui aurait imaginé il y a 10 ans qu'une entreprise comme EDF puisse proposer
en plus de ces abonnements traditionnels de la mobilité, la SEPTA. Et Yves, pour compléter, clairement, le marché des particuliers est un relais de croissance formidable pour les Loirs. On y travaille activement sous toutes ses formes. Hein. Bien sûr, on pense naturellement à la location de longue durée aux particuliers, mais aussi on pense on n'a à... plus de problème de taxes professionnelles. Enfin, ça se passe autrement aujourd'hui. Et puis le particulier, je crois qu'il est... comme ce qu'on considérait l'entrepreneur hier, il a besoin de services. C'est-à-dire, il a besoin de services, l'usage a changé. Vous imaginez pas être propriétaire de votre box aujourd'hui. Tout le monde, personne ne peut même acheter une box. Donc finalement, il veut une voiture, mais il ne veut pas que la voiture, il veut aussi l'ensemble des services que nos sociétés peuvent proposer. Et ce qui est intéressant, c'est que la démarche, finalement, on parlait au départ de chaîne de valeur, c'est que voilà, on parle de l'allocation donc aux particuliers. Chez Arval, ça s'appelle aussi Arval for Employees. C'est que finalement, on s'adresse, et c'est Jean-Loup qui le disait justement tout à l'heure, à d'autres personnes dans l'entreprise, des responsables de ressources humaines notamment, pour montrer qu'on est capable de faire de la location longue durée. On parlait de covoiturage, mais c'est aussi un mode de mobilité en entreprise que se déplacer en temps de grève pour aller au travail. C'est aussi son départ à la retraite. Comment le gérer? Est-ce que je préférais partir avec ça ou plutôt avec une voiture? Voilà, c'est toutes ces questions qu'on met à plat et à destiner finalement de services à tous les salariés. On était dans le B2B, on est maintenant dans le B2C et finalement c'est naturel et nos clients nous trouvent légitimes pour proposer ça. On a lancé dans certains pays, bientôt en France, Arval for Me, qui est une plateforme où des salariés ou un particulier peut acheter des pneumatiques, peut avoir des tarifications parce que voilà, on a aussi des réseaux de partenaires et on aimerait en faire bénéficier pas seulement les conducteurs des voitures Arval, mais finalement tous les salariés de nos clients. Et là où ça va très loin, c'est que, pour poursuivre sur ce sujet-là, c'est la location longue durée de véhicules d'occasion. Nous, on s'est lancé depuis quelques mois sur ce segment-là. Ça veut dire que notre client potentiel en particulier, c'est pas uniquement l'acheteur potentiel de véhicules neufs. Oui, ça permet de faire c'est l'acheteur de véhicules. Ça permet de faire des offres meilleur marché. Évidemment. Et puis tout le monde, les gens qui ont besoin d'un véhicule pour se déplacer, soit régulièrement, soit occasionnellement, ils n'ont pas tous nécessairement besoin d'un véhicule neuf. Donc ils ont besoin d'un véhicule en état de marche avec le service qui va avec. Ce sont des véhicules qui ont quel âge à peu près? En général, ce sont des véhicules qui ont entre 12 et 24 mois et autour de 20-30 000 km. Je crois que c'est l'usage de l'automobile et la consommation d'automobile va changer. C'est-à-dire que effectivement, ça a déjà changé, mais la location longue durée, c'est une solution et on n'est pas complètement concentré que sur le véhicule neuf parce qu'on a des produits qui n'existent pas forcément sur le marché du particulier. On revend beaucoup à des marchands. Et c'est vrai que les solutions de relocation, nous, on a deux solutions. Il y a Privilise, qui est un catalogue neuf à destination des salariés de nos clients. Et tout à l'heure, Jean-François le disait, mais les voitures de fonction des entreprises, c'est 10% des salariés qui ont un véhicule de fonction. Il y en a 90% qui n'en ont pas. À notre échelle, nous, ça représente juste 1 million de salariés chez nos clients qui n'ont pas de véhicule de fonction et qui nous connaissent. Parce qu'attaquer le marché du particulier, il y a d'autres enjeux. Il y a la communication, la publicité. Et donc, attaquer ce marché-là par le biais de clients et de gens qui nous connaissent, c'est déjà une grande opportunité. Chez nous, on a un slogan depuis 1 an qui est Anytime, Anycar, Anywhere. Ça veut dire que pour le particulier ou pour l'entreprise, on doit accéder à un véhicule. Quand on en a besoin, on paye un loyer et on peut avoir une fois un véhicule neuf, une fois un véhicule d'occasion, une fois une grande berline, une fois un véhicule plus large. Et ça passe par la nécessité de s'organiser pour distribuer l'automobile et pas simplement que la location longue durée, parce que nos enjeux à nous aujourd'hui, c'est aussi de fabriquer une deuxième vie à nos voitures. Et si demain on sécurise cette deuxième vie, ça veut dire qu'on sécurise aussi le prix quelque part et notre compétitivité pour le monde de l'entreprise. Donc nos enjeux ont changé complètement. Et il y a un marché pour la troisième vie de ces voitures. On n'est pas forcément là aujourd'hui. Parce qu'il va falloir les revendre. Mais en tout cas, il y aura une volatilité qui sera plus faible en termes de prix, j'entends, sur la troisième vie que sur la deuxième. Et donc forcément, nos enjeux et notre diversification, elle va s'opérer par le fait qu'on va toucher des nouveaux clients, de nouvelles façons, avec de nouvelles voitures, d'occasion récentes, d'occasion avec des véhicules qui peuvent être kilométrés pour avoir des plus petits prix. Et donc en fait, on est dans un contexte qui évolue tellement vite qu'on a de nouvelles opportunités qui apparaissent, qui n'étaient pas forcément le cas il y a 7 ans ou 8 ans, quand on était très concentré sur notre core business, qui était de faire de location auprès de l'entreprise. Alors, et sur la mobilité, on le voit qu'avec nos innovations, par exemple, si je reprends le sujet du véhicule électrique, avec l'offre qu'on vient de lancer, qui s'appelle la LD Switch, qu'on a lancée il y a quelques mois, ça déclenche réellement des décisions d'orientation vers le véhicule électrique. D'ailleurs, LD Switch, je rappelle en 2 mots, c'est
parce que j'ai accès à LD Switch, j'ai un véhicule électrique et j'ai droit à 60 jours de véhicule thermique pendant l'année. Et ce droit à ces 60 jours, c'est... Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux prendre un véhicule hybride à ce moment-là? Bah non, parce que enfin, on pense en tout cas que le véhicule électrique, c'est la très bonne solution pour des déplacements urbains, des kilométrages assez limités. N'oublions pas que le véhicule hybride, c'est pas forcément adapté à des kilométrages importants. Par contre, je pars en vacances l'été, je pars en vacances à Lisbonne, à Madrid ou à Milan, j'ai accès à un véhicule pendant 3 semaines ou pendant 4 semaines, non seulement en France, mais aussi dans les principaux pays européens. Alors, objection, votre honneur, sur le véhicule électrique, il y a quand même un surcoût aujourd'hui. Et est-ce que vous maîtrisez, donc il faut le faire passer, ce surcoût, et est-ce que vous maîtrisez suffisamment les valeurs résiduelles et la revente de ces véhicules? Parce qu'elles ne sont pas assez nombreuses. Il y a un surcoût si vous proposez à un cadre d'entreprise de passer d'un Renault Scénic à, par exemple, une BMW i3 sans formule switch, oui, il y a un surcoût, le TCO va être plus important. Alors, d'une part, parce que la remise à l'achat est en général beaucoup moins forte sur le véhicule électrique. Mais je crois qu'il faut, enfin, nous, on pense chez ALD qu'il faut envisager ce schéma et ces réflexions de manière différente. Et notamment, ALD Switch, on le voit sur nos clients qui ont lancé cette formule avec nous. Souvent, les collaborateurs sont prêts à prendre des véhicules inférieurs à ce qu'ils auraient pris traditionnellement, c'est-à-dire plutôt passer d'un X5 à prendre une BMW i3, voire une Zoé. Par contre, lorsqu'ils ont besoin d'un véhicule plutôt familial pour leur semaine de ski, pour les 3 semaines d'été, ils ont accès à un monospace, voire un véhicule plus haut de gamme qui correspond aux besoins, hors besoin de domicile-travail durant l'année. Et 2 choses complémentaires sur l'électrique. Oui, vous avez raison sur la partie du prix. On est en train de se rendre compte aussi, et je vous invite à regarder l'étude de l'Observatoire du véhicule d'entreprise, quand on regarde sur une trentaine de milliers de kilomètres sur 3 ans, le prix de revient kilométrique d'une Zoé versus une Clio, on se rend compte que finalement l'écart arrive à quelques centimes. Et certes, il y a un coût d'achat supérieur, mais on est en train de recalculer finalement la maintenance. J'entendais tout à l'heure, c'est 20% de maintenance en moins parce qu'il y a moins d'usure de certaines choses. On parle du carburant qui compense et on arrive à quelques centimes, voire sur la Golf, à être des fois flat, c'est-à-dire très peu d'écart. Donc on est en train de changer tout ça. Pas de frais de parking. Exactement. Et puis après, en termes de remarketing, on apprend aussi. Avant, c'était un marché franco-français pour revendre. Maintenant, ça s'ouvre à l'Europe. Donc on est en train de revoir tous ces éléments et c'est passionnant. Alors on a 2 autres points à voir. Donc le quatrième volet de ce débat. Donc tout ça va fonctionner avec le développement du monde digital et notamment dans les véhicules, donc les véhicules connectés et les véhicules autonomes. À ce niveau-là, vous en êtes où? Vous mettez à la route des voitures des constructeurs qui sont équipées en première montre, mais quand c'est pas équipé en première montre, vous mettez des boîtiers, vous mettez pas de boîtier. L'objectif chez Arval, c'est que 100% des véhicules livrés soient équipés de solutions télématiques. À quel horizon? En fait, à horizon 2018 pour pouvoir mettre à la route les véhicules neufs. Et après, en fonction, tout à fait. Après, en fonction, mais déjà des clients l'adoptent. Nous avons déjà des milliers de solutions installées avec des effets immédiats. Les effets immédiats, ce matin même, et je pense que mes collègues peuvent dire la même chose, c'est on retrouve des voitures grâce à la télématique. Avant, la gestion du vol, quand on n'avait pas de télématique, il y a des chefs de parc qui voient la différence. Parce que le kilométrage, avant, on l'avait quand il y avait une révision ou quand on allait faire un plein ou autre. Maintenant, on l'a tous les jours. Et en fait, ils sont en train de voir les effets immédiats de la télématique. Et il y a quelque chose qu'ils verront dans quelques années, c'est tout ce qu'on est en train de travailler grâce à la collecte des données, de la maintenance proactive. Non, on ne peut pas tout vous dire aujourd'hui, mais je pense que mes collègues aussi vous diront ce qu'ils font. Alors. Mais voilà, il y a déjà des effets immédiats sur la télématique, des primes d'assurance en baisse chez certains assureurs qui voient les clients Arval équipés de solutions télématiques, la gestion du vol, des baisses de coûts. En fonction exactement, les baisses des frais, des coûts de carburant, des clients qui vous disent qu'au bout d'1 an, grâce à une meilleure affectation des tournées, grâce à une meilleure organisation, ils arrivent à faire 20 à 30% d'économie. Voilà. Et demain, ça veut dire que ce sera encore d'autres propositions de valeur pour les clients. Ouais, je suis toujours un peu partagé sur la télématique, parce qu'on s'aperçoit, donc on a une solution aussi de télématique, qui est avec une solution, avec un fournisseur de télématique. Quand on regarde les effets de la télématique sont surtout après 1 an. C'est-à-dire que les gens, quand ils sont sous contrôle, on va dire entre guillemets sous contrôle, consomment moins de carburant et ont moins de sinistralité. On s'aperçoit que quand cette même population avec boîtier et une autre population sans boîtier, mais avec des formations,
arrive à avoir, après 2 ans ou 3 ans, une consommation qui continue. Alors j'évoquais la télématique uniquement pas uniquement dans un but de surveillance, c'est d'apporter aussi, permettre d'apporter un certain nombre de services. C'est un peu comme quand on conduit un véhicule hybride, on fait l'effort de conduire différemment pour rester le plus longtemps possible sur l'électrique. Parce qu'on est incité, et parce qu'il y a cette formule-là qui évidemment consomme moins de carburant, etc. Je crois que le véhicule autonome, il faut l'appréhender, là aussi en fonction de l'évolution technologique des constructeurs, et être capable d'avoir des prix qui sont même différents en fonction des technologies et en fonction de la sécurité. Parce qu'on peut dire une voiture autonome, mais l'autonomie, à quoi elle sert? Est-ce qu'elle sert au conducteur à dormir quand il est derrière son volant? Est-ce que ça sert à adapter sa vitesse et faire des économies? Est-ce que ça évite d'avoir des accidents au niveau de certaines tranches horaires parce qu'on sait qu'il y a plus de fatigue, etc. Et je crois qu'on est au début vraiment d'un incroyable élan autour de l'investissement qui va être opéré sur ces voitures et qui va nous apporter à tous, là aussi, la possibilité d'optimiser le parc de nos clients, parce qu'on va vraiment... tout en conduisant, pouvoir faire des économies ou pouvoir être encore plus en sécurité. Et je crois qu'il faut être capable de combiner ces opportunités de marché avec ce que doit être le véhicule de l'entreprise demain. On a parlé de véhicules électriques. Pour être honnête, il faut forcer le destin du véhicule électrique. Et de notre côté, le forcer, c'est avoir des valeurs résiduelles de marché qui vont permettre d'avoir des loyers qui soient compétitifs, mais aussi installer des bornes et installer de l'infrastructure. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez proposer un véhicule électrique à un client avec un TCE qui est très compétitif. Si vous n'avez pas l'infrastructure pour accompagner ça commence ça se développe sérieusement. Quand on regarde la carte de France de ChargeMap, c'est assez impressionnant. C'est pour ça que chez nous, quand on propose de l'électrique, on propose la structure et la logistique autour, avec des refacturations professionnelles et personnelles, pour justement promouvoir l'électrique. Mais là, on voit bien qu'on ne s'occupe pas simplement d'un véhicule. On s'occupe de sa recharge, on s'occupe de la partie privée de l'utilisation de la voiture. Donc la voiture a besoin de nous communiquer un certain nombre de data pour qu'on puisse se dire il faut telle charge dans telle maison et tant de bornes dans l'entreprise. Donc en fait, la voiture va nous parler de plus en plus. En fonction des datas qu'on aura à travailler, on va prendre des décisions, à mon avis, sur nos offres de produits et services, et pas simplement dans nos modes de gestion aujourd'hui. Et là, la voiture demain qui va communiquer différemment, soit elle est beaucoup plus chère, et dans ces cas-là, les arbitrages seront difficiles à prendre, ou alors elle sera installée sur des véhicules un peu plus mass market. Et dans ce cas-là, on pourra prendre d'autres positions sur ces voitures-là, parce que quand on sera les premiers à avoir des voitures autonomes avec la bonne technologie, on va créer une attractivité pour nos véhicules aussi d'occasion. Donc là aussi, quand on parlait de la deuxième vie et la troisième, éventuellement de la troisième, commençons par la deuxième. Déjà, là on voit bien que ces voitures-là auront aussi un fort attrait pour le véhicule à titre particulier. Et la question pour le particulier, c'est est-ce que j'achète cette voiture-là? La réponse, on la connaît déjà. C'est des véhicules qui vont être chers. L'acheteur moyen d'un véhicule neuf en France, il a 56 ans. Donc ça veut dire qu'il y a une catégorie de la population qui seront capables de s'acheter. Si on fait demain de la location de durée sur les voitures autonomes, on va accélérer le processus d'installation de ces véhicules autonomes aussi auprès des particuliers.